fondamentalement, on a envie d'améliorer les choses pour le logement en France. La grande difficulté, c'est que j'ai deux typologies de clients. J'ai des propriétaires qui m'ont choisi et j'ai des locataires qui m'ont subi. Après avoir vécu de l'intérieur les galères du marché locatif, aussi bien en tant que locataire qu'en tant que propriétaire, il a choisi de réinventer la gestion immobilière. Okoro, nous directement, on va être présent dans les 40 plus grosses agglomérations françaises. Ensuite, on rayonne sur toute la France hexagonale via un partenariat avec Safety. Pourquoi ça s'appelle Okoro ? Et rapidement atteindre les 10 millions d'euros. Voilà, je pense que d'ici 2 ans, si on est à 10 millions d'euros, c'est bien. En orbite. S'élever et apprendre pour faire la différence. Bienvenue dans cet épisode de En orbite, le podcast de OVNI Media, le podcast pour prendre du recul, s'élever et discuter de ce qui fait vraiment la différence. Aujourd'hui, nous recevons un entrepreneur qui a décidé de transformer une frustration personnelle en opportunité. Après avoir vécu de l'intérieur les galères du marché locatif, aussi bien en tant que locataire qu'en tant que propriétaire, il a choisi de réinventer la gestion immobilière. Avec ses associés, il a fondé Okoro, anciennement Mon Bel Appart, une agence de gestion locative 100% digitale qui va apporter plus de transparence, d'efficacité et de sérénité dans la relation entre propriétaires et locataires. En quelques années, l'entreprise est passée de ses premiers lots gérés à plusieurs milliers. Merci beaucoup d'être venu, c'est un vrai plaisir. Avant de parler de ton parcours et de ta boîte, la première question que j'aimerais te poser, c'est la question que je pose à tous les invités, c'est comment est-ce que toi, à la troisième personne, tu te décrirais ? Merci beaucoup pour l'invitation, d'abord. Et comment je me décrirais à la troisième personne ? Une question qu'on me pose rarement en arrivant le matin. Je suis d'abord un papa de 2 enfants, un mari, un entrepreneur. Et si je devais me décrire par des qualités, je dirais que je suis une personne qui est principalement collectif. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui me traduit bien. J'aime bien vraiment être avec les gens, être sociable. Et c'est ce qui me motive vraiment, c'est les expériences humaines communes. Ça se caractérise comment dans ton quotidien d'entrepreneur et de chef d'entreprise, ce caractère Ouais, ça change un peu, parce que c'est vrai qu'au départ, quand j'ai créé l'entreprise, j'avais vraiment cette volonté d'amener les gens avec moi. Mes cofondateurs, c'est des amis que je connaissais déjà d'avant. Dans mes premiers salariés, c'est que des gens que je connaissais, avec qui j'avais une relation privilégiée. Je croyais évidemment dans leurs compétences professionnelles, mais j'avais aussi envie qu'on vive ça ensemble. Typiquement, on faisait beaucoup de travaux sur le début de la boîte. C'est l'entreprise de ma mère qui venait nous aider quand on était en galère. Aujourd'hui, dans nos agents d'état des lieux, il y a des potes à moi d'enfance qui font ça. Voilà, je vais vraiment essayer de créer de la sérendipité autour de mon projet professionnel. Et quand je dis que ça évolue un peu, c'est que au fur et à mesure, il y a des gens que tu connais pas à la base, que tu recrutes ou avec qui tu bosses en tant que partenaire et qui deviennent des amis. Et du coup, après, tu es content finalement de... T'as d'abord des amis que tu as embarqués dans ta boîte, puis finalement ta boîte a embarqué des gens qui sont devenus des amis. Donc ça a finalement évolue au fil du projet. Adrien, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours avant Okoro ? Toutes ces personnes que tu as rencontrées, que tu as emmenées avec toi, c'est des gens que tu avais, donc qui étaient des amis, mais que tu as aussi rencontrés dans ton parcours professionnel. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ce qui t'a amené vers l'immobilier et l'immobilier un peu tech ? Ouais, moi j'ai un parcours, en fait j'ai fait une fac de sport et après j'ai fait des concours parallèles pour arriver en école de commerce. Quand je suis arrivé en école de commerce, je me suis spécialisé en finance, ce qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais fait avant, mais ce qui correspondait bien à ma compréhension des chiffres. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que dans les grands groupes, sur de la finance, j'allais pas faire une grande carrière. Non pas que je comprenais pas Ça t'amusait l'aspect pas ? technique. Non, c'est vraiment l'aspect humain. C'est que en fait, tu peux pas avoir des relations entièrement vraies dans des grands groupes si tu veux réussir. Parce qu'il y a forcément un moment où tu vas devoir prendre en compte la politique de l'entreprise pour progresser. C'est pas juste tes qualités professionnelles qui vont te faire progresser, c'est ta capacité à les mettre en avant, et ce que je comprends totalement. Mais du coup, j'étais vraiment pas fait pour jouer ce jeu-là, j'arrivais pas à bien le jouer. Et donc, du coup, je suis devenu entrepreneur. D'abord dans une boîte digitale qui faisait de l'emailing, où on a eu beaucoup de mal à trouver notre product market fit. Et en plus de ça, au moment de l'arrivée de RGPD, quasiment tout ce qu'on faisait comme business model n'avait pas vraiment de sens. Et ensuite, j'ai été recruté pour bosser dans une
une boîte qui faisait déjà de l'immobilier, du co-living, qui s'appelait Chez Nestor à l'époque. Et c'est là que j'ai rencontré Pierre, mon associé, et où on a eu l'idée de créer Okoro pour pas juste se concentrer sur une toute petite partie de l'immobilier, mais essayer d'avoir un impact plus global en créant ce qui s'appelait Mon Bel Appart à l'époque, et qui était une agence de gestion locative 100% en ligne. Et donc on utilisait tout ce qu'on avait appris sur la partie digitale que moi je connaissais d'avant, et également utiliser ce qu'on connaissait en immobilier, ce qu'on connaissait du marché immobilier pour essayer de faire bouger les lignes. Je parlais d'une frustration dans l'intro. Du coup, tu as vécu une vie de locataire, potentiellement de propriétaire, avant de te lancer sur cette boîte-là. C'est quoi un peu ce qui t'a frustré dans ces expériences que tu as pu vivre? Ouais, sur l'expérience locataire, j'ai un peu tous les aspects qui m'ont frustré. C'est que moi, déjà, quand j'étais étudiant, j'ai déménagé 7 fois. Parce que tous les 6 mois, tu as un stage, un déplacement à l'étranger, tu reviens à ton stage, j'étais en alternance entre Paris et Reims. Donc en fait, finalement, beaucoup de déménagements et à chaque fois beaucoup de temps perdu dans les recherches d'appart, beaucoup de moments en fait où je devais me déplacer. Et j'ai eu une bonne expérience, c'est quand je suis allé en Suède. J'ai l'université qui m'a envoyé les photos des 5 résidences étudiantes, qui m'a demandé de choisir. Et j'ai choisi et j'ai envoyé de l'argent et je suis arrivé et j'avais mon appart. Et finalement, Toujours ça en m'allait avance, bien, c'est quoi. suédois, c'est danois, c'est Ouais. finlandais, bizarrement. Ouais, mais en fait, c'est par nécessité, en l'occurrence, parce que j'allais pas me déplacer en Suède pour trouver un appart. Et aussi, eux, ils avaient déjà tout compris. En fait, c'était des résidences de co-living, tous les logements étaient les mêmes, ils étaient placés à proximité de l'université. Enfin, c'était comme des résidences étudiantes pour nous, ce qu'on peut imaginer en France. Sauf que déjà, le service à l'intérieur était beaucoup mieux. Et donc, du coup, tu es content. Le problème des résidences étudiantes en France, c'est que si tu tombes dans une résidence étudiante récente, c'est cool, ça correspond bien aux photos. Si tu tombes dans une résidence étudiante qui est ancienne, c'est un peu plus compliqué. Donc tu as moins confiance, quoi. Que les gens se figurent bien, c'est quoi la différence que tu fais entre du co-living et de la location, disons, plus classique? Ouais, c'est une très bonne question parce que la cloison elle est fine et tout le monde ne va pas la mettre au même endroit. Déjà, je précise que nous, chez Okoro, on va gérer tout type d'appartement, du studio au T2 au T3 à la colocation au co-living. Moi, la définition que j'en fais, c'est que le co-living, ça va être, à mon sens, déjà plus de 7 colocataires qui vont vivre ensemble. Donc, c'est souvent un grand espace. Et pour moi, la différence, elle est sur la qualité des espaces communs et les services qu'il y a avec. C'est-à-dire que dans un co-living, on se projette à un endroit où on va avoir des grands espaces communs. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait plus de 7 colocataires, parce qu'il faut que ça soit un grand espace avec des grands espaces communs. Et souvent, en termes de prestations, ça va être plus haut de gamme, des meilleures finitions. On va avoir une très grande cuisine sur laquelle on va pouvoir beaucoup cuisiner, un très grand endroit où on va pouvoir recevoir. Et souvent du ménage et un petit peu plus de prestations que dans une coloc qu'on va partager à 3, par exemple, en centre-ville. Et toi, donc, tu as travaillé notamment dans une de tes expériences en co-living. C'était quoi, lorsque tu travaillais dans ton contexte pro, le petit défaut que tu voyais dans les co-living en France, que tu te disais, OK, on va essayer d'aller chercher une amélioration, un step-up là-dessus? Ouais, en fait, ce que je voyais, c'était surtout le business model. C'est que, en fait, sur le co-living, à l'époque, le seul moyen de l'opérer correctement, c'était de prendre à bail, comme une résidence étudiante, en fait. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va prendre un très grand espace, il va louer, et donc, du coup, il va garantir un loyer. Et ensuite, lui, il va relouer plus cher et essayer d'avoir une marge entre les deux. Tu vois, c'est le business model des résidences étudiantes et c'est le business model de la plupart des opérateurs de co-living. Et moi, c'est pas vraiment au niveau de l'opération que ça m'allait pas, c'était plutôt au niveau du business model, où je trouvais qu'il y avait quelque chose de mieux à faire, parce que sur ce business model-là, sur, pour moi, la répartition de la valeur entre l'opérateur et le propriétaire, elle n'était pas nécessairement bonne. Parfois, elle était hyper à l'avantage du propriétaire, et donc les opérateurs, à ce moment-là, se retrouvent en difficulté financière, voire font faillite. Et parfois, à d'autres moments, elle est hyper à l'avantage de l'opérateur, et ça me semblait pas faire non plus. Et donc, avec le business model de Coro, c'est-à-dire on va prendre un pourcentage tous les mois du loyer, et on va prendre un pourcentage potentiellement au turnover de locataire, on arrive à aligner les intérêts entre le propriétaire et du coup le gérant du co-living, que nous par exemple. En gros, si c'est loué
nous, on gagne de l'argent, le propriétaire gagne de l'argent. Si les loyers sont trop chers, par exemple, il va y avoir beaucoup de turnover, bah, ça va coûter cher au propriétaire parce qu'il va devoir payer des frais de mise en location ou des frais d'état des lieux à chaque turnover. Et donc, du coup, on aligne les intérêts. Il faut se mettre au bon prix, avoir vraiment des locataires qui restent longtemps, qui sont contents de vivre à cet endroit-là. Et donc, on aligne totalement nos intérêts. C'est probablement une question qui pourrait venir plus tard, mais ça me vient à ce moment-là. Pour les gens qui imaginent pas, qui sont potentiellement locataires et qui ont été locataires toute leur vie, pour que ces personnes-là se figurent, quand tu es une agence immobilière comme la tienne, ton client, en l'occurrence, souvent, c'est les propriétaires, c'est eux qui te donnent de l'argent. Comment est-ce que tu arrives à gérer les volontés des deux parties, que ce soit les locataires et les propriétaires, tout en sachant que souvent, c'est les propriétaires qui te payent, et donc c'est à eux qu'il faut être aux petits soins, etc. Mais si les locataires partent, en l'occurrence, les propriétaires sont pas contents, etc. Comment tu gères cette relation, cet entremetteur que tu es? Ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est un peu un des constats de base. C'est-à-dire que déjà, ce que tu dis, c'est vraiment ce qui est ressenti par tout le monde, mais déjà, c'est pas la vérité. Il faut savoir que c'est les locataires qui me payent. Parce qu'un locataire, quand il va arriver dans un logement, il va payer des frais d'agence, il va payer un dépôt de garantie et il va payer son loyer. Et moi, je vais sur les frais d'agence qu'il paye, c'est mon chiffre d'affaires. Et ensuite, sur son loyer, je vais prélever des honoraires de mise en location de propriétaire et je vais prélever tous les mois un FIS qui correspond à mes frais de gestion. Donc physiquement, c'est le locataire qui me paye, c'est pas le propriétaire. Donc tu vois, en fait, déjà, même sur la notion de base, c'est que c'est bien les locataires sont mes clients au même titre que les propriétaires, et d'ailleurs, c'est eux qui me payent. La grande différence, c'est que les propriétaires, ils me choisissent. Eux, ils choisissent Okoro pour confier la gestion de leurs biens, parce qu'ils ont confiance en nous. Alors que les locataires, ils ne me choisissent pas. Ils réservent un appartement chez Okoro parce que c'est l'appartement qu'ils veulent. Il est géré par Okoro, s'il était géré par Tantampion, ils postuleraient quand même et ils essaieraient d'avoir l'appartement. Donc la grande difficulté, c'est que j'ai deux typologies de clients. J'ai des propriétaires qui m'ont choisi et j'ai des locataires qui m'ont subi. Ça ne veut pas dire que ce mariage arrangé doit forcément être un mariage malheureux, mais ça veut dire que dans la relation entre nous, c'est différent. Il y en a un qui part avec un a priori hyper positif et il y en a un qui part avec un a priori négatif. Et il part avec un a priori d'autant plus négatif que la plupart des agences ont mauvaise réputation, mauvaise presse, ce qu'on peut comprendre. Ça fait partie des 10 métiers agents immobiliers les plus détestés en France, comme les huissiers, les policiers, les postiers, ce qui sont pourtant tous des métiers très honorables, mais en tout cas c'est comme ça, l'image est assez mauvaise. Est-ce que sur ta carrière, même avant l'entrepreneuriat, etc., tu as un moment qui, selon toi, est pivot, charnière, et qui a fait l'entrepreneur que tu es aujourd'hui? Ouais, totalement. Moi, j'ai donc commencé ma carrière, mon premier CDI en tant qu'auditeur financier, donc dans une boîte qui s'appelait EY, je pense que ça s'appelle encore EY, enfin, ça s'appelait Ernst Ouais. Young à l'époque. Et ouais, je vois. Et donc du coup, quand je suis arrivé là-bas, moi, mon objectif, quand je suis arrivé en école de commerce, c'était de bien gagner ma vie derrière. En gros, te dire, c'est un investissement financier, c'est un investissement en termes de temps, tu vois, de faire un bac plus 5, etc. Donc, le but, c'était quand même d'avoir un payback rapide, quoi. Dire, si j'ai fait tout ça, c'est pour gagner de l'argent. Tu vois, au final, c'est pour finir entrepreneur, autant pas faire d'études, puisque finalement, le seul fait d'aller en école de commerce, c'est pour t'ouvrir des portes dans des grands groupes et potentiellement bien gagner ta vie. Et donc, du coup, moi, ma motivation, c'était ça. Et en tout cas, c'est ce que je pensais être ma motivation. T'as fait Neoma, c'est ça? Ouais. Ouais. Alors, pareil, qui à l'époque s'appelait Sub de Reims, qui Ok. s'appelait Reims Management School, qui Ah oui, après maintenant s'appelait ils ont fusionné Neoma, avec et qui dans Rouen, 2 ans etc. s'appellera autrement. Ok. Mais ouais, du coup, c'était ça. Et en fait, en gros, tu dis, ouais, je vais vite gagner de l'argent et ça va me rembourser tout ça. Et du coup, finalement, faire ces efforts, ça aurait eu du sens. Et c'est en arrivant, en commençant à bosser beaucoup pour gagner vraiment, à l'époque, par rapport à ce que je connaissais moi, je gagnais quand même très bien ma vie. En fait, très rapidement, je me suis rendu compte, non, en fait, non, c'est pas du tout ma motivation. Je pensais que c'était ça, je pensais que j'avais fait
Comme beaucoup, des hein. études, etc. pour ça. Et en fait, en arrivant, je me disais, bah non, en fait, ce que je fais, ça n'a pas vraiment de sens. Je suis vraiment petit, dans un gros rouage. Je bossais avec des gens enfin, super intelligents, très investis dans leur taf, etc. Donc vraiment, ce que moi, j'avais imaginé, tu vois, à l'époque, je matais des séries genre Suite. Tu vois, je me disais, ouais, moi, je vais faire ça, tu vois. En gros, je vais arriver, je vais bosser jusqu'à 23 h, je vais être le boss. Dans 10 ans, je vais gagner 250K par an et ce sera trop cool. Et en fait, pas du tout. Et là, vraiment, je me suis beaucoup remis en question en me disant, ah oui, non, mais ma motivation profonde, c'est pas ça. Et effectivement, j'ai quand même un attrait pour l'argent. Et je pense que tous les entrepreneurs doivent en avoir un, sauf si vraiment tu es entrepreneur dans un truc social, tu vois. Mais moi, j'ai un attrait pour l'argent. Mais c'est juste que la manière d'y arriver compte beaucoup aussi. C'est-à-dire que vraiment, et de faire avec tes qualités. C'est-à-dire que je me suis aussi rendu compte que dans ce contexte-là, j'arriverais clairement pas au bout de 10 ans à gagner 250 000 euros par an, juste parce que j'avais pas les bonnes qualités humaines pour faire ça. Quand tu quittes EY, que tu fais ce grand écart-là entre la finance et ton métier, il me semble, dans le co-living, c'est ça? T'es Non, passé de... d'abord, je suis passé, j'ai fait une première boîte qui s'appelle Ah oui, Linky, qui était dans l'emailing, exactement. ouais, et après dans le co-living. Ce grand écart-là entre l'entrepreneuriat et la finance, t'étais à quel stade de ta vie? T'étais déjà marié, déjà un enfant? T'en étais où? Non, justement, je pense que c'est aussi ça Parce qui que souvent, m'a... il y a un peu le sentiment de prison dorée, de menotte dorée, je ne Ouais, connais plus exactement l'expression, mais qui fait que quand tu as un bon poste dans ce genre de grosse structure et que tu es déjà engagé, que tu es déjà marié, potentiellement des prêts sur le dos, t'as pas trop envie d'en partir. Toi, t'étais pas encore dans ce cas-là. ouais, pas du tout. Déjà, en termes de salaire, j'étais pas non plus dans ce cadre-là. Enfin, j'étais payé comme un cadre supérieur normal, tu vois. Donc, en Ouais. gros, j'étais pas à des niveaux de salaire qui commencent à te faire te dire que t'es bloqué. D'une part, dans ma vie, j'avais 25 ans, j'étais célibataire, j'avais vraiment pas de risque personnel, j'étais locataire. Enfin, tu vois, j'ai vraiment aucun risque personnel. Et en plus, je suis parti et j'avais le chômage derrière. Donc, du coup, il y avait vraiment aucun risque. Le tout après, c'était de trouver le bon projet, les bons associés, etc. Tu vois, je suis parti pour un premier projet qui était d'ouvrir la première salle de trampoline en France, Ok. qui s'est pas fait parce que bah, on avait fait une levée de fonds, etc. Mais enfin, d'un point de vue tout à fait théorique, il fallait un prêt bancaire. Et disons que les photos d'un mec en kangourou qui sur un trampoline pour emprunter 400K, finalement, c'était pas hyper Il fait du convaincant mal à se pour le banquier. projeter. Ouais, clairement. Il aurait fallu un peu d'IA à l'époque déjà pour Ouais, avoir un visu. clairement. Et donc ça, c'était mon premier projet. Et en fait, quand ça, on n'a pas eu les financements, etc., je me suis tout de suite tourné vers le digital en me disant, non, mais en fait, en gros, il faut lancer un projet qui coûte 0 à lancer et voir comme ça, si tu as du succès, c'est cool. Si tu pas de succès, au moins, tu rien perdu. Donc t'avais quand même cette âme un peu d'entrepreneur déjà à 25 ans. Ah ouais, même avant, hein. Ouais, avant. Ok. Quand tu lances Mon Bel Appart, à l'époque, maintenant au Coro, c'était quoi la vision initiale que tu avais de ce projet? Tu te disais, vas-y, dans 10 ans, c'est ça. Ça a pu changer depuis, mais à ce moment-là. Ouais, en fait, moi je me souviens très bien que la vision initiale, je parlais toujours, je disais c'est une fusée à 3 étages. Le premier étage de la fusée, c'est dire qu'on n'avait pas de clients. Et donc notre première base de clients, comme on connaissait personne qui avait beaucoup d'appart, c'est dire bah, on va la créer. Donc en gros, on va accompagner bah, les gens autour de nous. Moi j'avais 30 ans, pas mal de potes qui bah, commencent à acheter leur résidence principale, qui commencent à faire potentiellement ou avoir envie de faire des placements. Donc du coup, j'ai accompagné tous les gens que je connaissais pour acheter des appartes et après les gérer. Et donc ça, c'était le premier étage de la fusée. Le deuxième étage de la fusée, c'était de dire bah, on va être capable de les mettre en location et de les gérer. Et donc ça à Lyon, parce que bah, nous, on était basé à Lyon, on est lyonnais et c'est le marché qu'on connaissait. Et le troisième étage de la fusée, c'était de dire bah, quand on aura prouvé à Lyon qu'on sait gérer des appartes, on va mettre en place tout notre process digital et être capable de le faire dans toute la France. C'est quoi la différence entre une agence immobilière classique, comme on peut l'imaginer, et cette nouvelle agence digitale que tu as voulu lancer? C'était quoi la petite subtilité que tu voulais apporter? Ouais, déjà, en fait, c'est pourquoi ça n'avait pas été fait avant. C'est qu'en fait, on se base sur une technologie de Matterport, qui sont les visites virtuelles. Et en fait, c'est pas des photos 3D toutes déformées dégueulasses. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une visite virtuelle de l'appartement. Tu fais la visite, tu te balades dans l'appartement. Si tu veux mesurer la taille du lit, tu as un petit truc pour mesurer. Tu peux zoomer, enfin, tu fais tout ce que tu veux. Et donc, en fait,
En se basant sur cette technologie, ça nous sert à deux choses. La première, c'est qu'on peut louer à distance. Donc ça veut dire que nous, on est basé à Lyon, on a toute notre équipe qui sont dans des bureaux à Lyon, et on va gérer des biens qui sont aujourd'hui partout en France. Donc grâce à la visite virtuelle, le locataire, il va pouvoir faire la visite, déposer son dossier, recevoir une réponse en moins de 24 heures, et si son dossier est accepté, il pourra emménager dans l'appartement dès le lendemain. Ou plus tard, s'il a envie d'emménager plus tard. Et donc, ça, c'est la première chose, ce à quoi ça nous sert la technologie. La deuxième chose, c'est que je le fais moins maintenant, mais tu vois, sur les 2000 premiers lots que je gérais au Coro, je les ai tous visités. C'est-à-dire que j'avais la visite virtuelle, je visitais les lots, t'as aucun directeur d'agence qui est capable de voir tous ces lots, parce qu'ils sont éparpillés, qu'il a 3 photos dégueulasses sur un logiciel d'état des lieux, qu'il ne les connaît pas, en fait, les appartements. Moi, je les connaissais, je les avais visités en visite virtuelle, mais j'avais pu me balader dedans, je connaissais, je savais le niveau de finition, je savais si c'était propre, il y a des appartements qui sont un peu moins propres, et voilà, j'avais vraiment une bonne vision. Et surtout, pour ma gestion au quotidien, ça m'aide. Parce que quand un locataire m'appelle et me dit j'ai un problème sur mon chauffe-eau, je regarde la visite virtuelle, je vois où est le chauffe-eau, je vois après ce que c'est comme type de chauffe-eau, je dis bah ok, c'est là, tu as ton compteur qui est à l'entrée, est-ce que tu as regardé s'il était en marche forcée ou pas? Et donc ça me permet de régler les problèmes de gestion à distance. Quand tu parles de visite virtuelle, j'imagine que, enfin, je sais pas exactement comment ça marche, mais tu passes par un prestataire pour réaliser cette visite-là, pour avoir des plans hyper détaillés, hyper bien faits, etc. Ou c'est vous qui vous en occupez? Ouais, en fait, nous, on va être vraiment 100% de nos salariés sont à Lyon dans un bureau vraiment comme tu peux l'imaginer. Ouais. Et après, sur le terrain, on va avoir des relais partout en France. Donc, on a 150 personnes qui travaillent avec nous partout en France, qui ne sont pas des salariés, c'est des prestataires. Et pour nous, ils vont faire principalement deux types de missions. C'est des visites virtuelles onboarding de l'appartement. Donc, quand on prend un mandat, ils font une visite virtuelle, ils renseignent tous les éléments de l'appartement. Et la deuxième typologie de mission, c'est des états des lieux d'entrée ou des états des lieux de sortie Ok. qui font L'état des avec nous. lieux aussi, ouais. Ouais, et donc ça, c'est ce qui est fait physiquement. Mais tu vois, typiquement, on maîtrise toute la technologie. C'est-à-dire que la visite virtuelle, elle est faite par un prestataire, mais elle est récupérée. C'est nous qui avons les droits sur cette visite virtuelle. L'état des lieux, il est fait par un prestataire, mais directement avec notre appli d'état des lieux. Ok, c'est-à-dire que, imaginons, un locataire ou un propriétaire, en l'occurrence, veut sortir le lot de Okoro, il n'a plus du tout accès à tout ce qui sera la visite virtuelle, etc. Ça, c'est vous en Ouais, interne. exactement. Et vous avez fait comment pour protéger un peu les données, etc. Parce que tu parlais de RGPD tout à l'heure, j'imagine que c'est qui est encore une fois soumis, à mon avis. Ouais, alors dans les données sensibles, les visites virtuelles, c'est pas les données les plus sensibles qu'on a. Nous, les données sensibles qu'on a, c'est toutes les informations sur les propriétaires et les locataires. Ouais. Où là, bah, en fait, au bout d'un certain temps, elles s'anonymisent automatiquement. Ou si quelqu'un nous demande, on a le droit de les anonymiser. Et après, comment on fait pour protéger? Bah, sur la visite virtuelle, c'est simple. Hein, quand il y a, pour une raison X ou Y, un propriétaire qui vend ou qui récupère son appartement, on supprime la visite virtuelle. Et du coup, c'est terminé. Comment tu as combattu de prime abord peut-être cette fausse idée de se dire oh là, mais comment je vais prendre un appartement sans l'avoir visité en réel parce que bah, c'est ancré dans les mœurs de se dire je vais aller le voir de mes propres yeux, etc. Possiblement les locataires n'arrivaient pas à se projeter même avec un truc hyper détaillé. Ouais, je l'ai combattu pendant exactement 9 mois parce qu'on a créé la boîte en mars 2019. On a signé nos premiers mandats en avril 2019. Et du coup, après en 2020, il y a eu le Covid. Et du coup, c'était terminé. Plus personne ne pouvait se déplacer, plus personne ne pouvait visiter, etc. Et à Oui, ce tu as fait moment-là, partie des personnes qui ont été aidées par le Covid, quoi. ouais, j'ai eu 2 mois et demi hyper durs. Parce que là, d'un coup, les locataires t'appellent en disant Macron a dit qu'on pouvait pas payer notre loyer. Alors qu'il parlait des professionnels. J'ai dit bah non, faut que tu payes ton loyer, je te jure. Donc on a eu 2 mois et demi Putain, ouais. hyper compliqués Ouais. à faire de l'éducation. Tout le monde était en panique et nous aussi. En plus, on venait de créer la boîte, on n'avait pas de cash. Donc c'était un peu panique à bord. Et sortie de Covid, accélération du business énorme. Et tout le monde super content. En gros, ah bah trop bien, j'ai pas besoin de me déplacer, j'ai pas besoin de rencontrer des gens, je peux réserver à distance, quoi. Ah ouais, donc sur la période vraiment confinement, ça a été vraiment un frein, mais de se dire que ensuite on pouvait potentiellement aller voir les appartements sans se déplacer, sans avoir les masques, les machins et tout, ça a été une vraie force pour vous. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est Google. Parce qu'en fait, avec Google Maps, on est tellement habitué à se balader dans la ville, à regarder les immeubles, etc., que quand tu dis aux gens, bah, vous voyez, en fait, vous vous baladez dans la ville, vous voyez bien l'immeuble. Derrière, la suite, c'est la visite virtuelle qui est finalement, ça ressemble vachement en termes de technologie. Du coup, ils ont une expérience un peu continue. Ils arrivent à voir l'extérieur, ils arrivent à voir l'intérieur. Et du coup, ça les rassure. Quand tu as lancé Okoro, tu t'es lancé avec des amis à toi. Euh,
c'est quoi les forces et compétences que vous aviez déjà en interne, que vous saviez que ça, sur le long terme, ça allait vous avantager? Et au contraire, c'est quoi les faiblesses que vous aviez, que vous avez dû combler au fur et à mesure? Ouais, alors les faiblesses, tu te rends compte, vraiment toujours après. C'est Mm. marrant parce que quand tu te lances, ce qui est normal, parce que si tu connaissais tes faiblesses, tu te lancerais pas, globalement. Donc les forces qu'on avait, c'est que Pierre, mon associé, qui était opérationnel, lui, il était vraiment, hyper fort sur, l'organisation, régler tous les problèmes en urgence et forcément hyper disponible avec une grosse force de travail et donc en fait, quand tu le lances sur un métier aussi ingrat que la gestion locative, en fait, avoir, cette, capacité à travailler beaucoup, à être, très organisé, à aller vite, à régler vite les problèmes, c'est énorme. Et puis lui, il avait aussi une bonne notion opérationnelle. Donc quand un locataire l'appelait pour un robinet, même par téléphone, il arrivait à le guider pour réparer le robinet parfois. Ok. Donc ça nous a énormément servi au lancement. Mon autre associé Alex, il avait une très bonne vision sur le digital, donc à quoi devait ressembler notre produit, sans avoir beaucoup de technologie à la base, mais juste pour au moins que le site soit rassurant, mettre les bonnes choses aux bons endroits, justement pour répondre à ce que tu disais, qui pouvait être se dire, bah moi je vous connais pas, vous sortez de nulle part, comment je vais vous faire confiance. Donc il était très fort là-dedans, sur les messages et sur à quoi devait ressembler notre produit, et même très rapidement mettre des briques tech assez faciles. Tu vois, juste plugger deux, trois SaaS ensemble pour faire un wow effect, tu vois. Mais parfois, c'est rien, hein. C'est un typeform que tu plugs sur un WordPress et ça fait un bon effet, tu vois. Et donc, lui, c'était ça. Et moi, ce que j'avais comme bonne qualité, c'est que je suis pas forcément un très bon commercial, mais j'étais tellement dans l'envie de ce projet, tellement imprégné, et que je connaissais aussi vachement bien l'immobilier à Lyon. Tu vois, j'avais déjà acheté 4 appartes sur les 2 dernières années. Donc, tu vois, j'arrivais à bien vendre. Au moins le fait d'acheter et d'être content d'investir dans l'immobilier. Et donc ça nous a bien drivé la croissance au début. Et ce qui nous manquait, clairement, c'est qu'aucun de nous n'avait été agent immobilier avant. Ok. Et on voulait, en fait, justement, on voulait se rapprocher de ce business model. Et en fait, ce qu'on n'avait pas compris à l'époque, c'est que c'est un métier réglementé, quoi. Donc, en gros, quand tu fais Il faut une carte et tout. Ouais, exactement. Et donc ça, nous, on avait compris qu'il fallait une carte. Donc, tu vois, on a pris la carte, mais t'es pas du tout accompagné, en fait. Tu fais un dossier, tu le mets à la CCI de Lyon, ils te donnent ta carte, t'es agent immobilier. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que il y avait d'autres sujets qui arrivaient. Il faut que tu te fasses des formations pour la loi Allure. Sur ton business model, il faut que tu fasses attention à facturer toujours moins d'honoraires aux locataires qu'aux propriétaires. Il faut que tu fasses attention quand tu détiens des fonds pour d'autres. C'est-à-dire, par exemple, tu as des dépôts de garantie sur ton compte. Nous, on les excluait sur un compte séquestre spécifique qui en fait n'était pas le bon compte séquestre. Tu vois, c'est en gros, il faut Que le des compte petites séquestre. subtilités Ouais, que tu n'as exactement. pas quand t'es pas quand t'as pas fait de Exactement. formation. Et du coup, on était hyper prudent. Donc, tu vois, on n'a pas fait de conneries, de trucs où on a eu aucun problème sur le long terme. Parce qu'en fait, à chaque fois que quelqu'un nous a dit ah, attention, il y a ça, en fait, on le faisait. Mais sauf qu'on le faisait pas exactement comme on aurait dû le faire. Et c'est des trucs basiques que n'importe qui a eu une carte d'agent immobilier t'aurait dit. Vous vous êtes formé comment? Vous avez été accompagné? Ça a été de l'auto-formation? Ça a été... Ouais, en fait, au fur et à mesure, c'est beaucoup tes clients qui te forment, en fait. Parce que Premier client que tu connaissais du coup un petit peu? les premiers clients, je les connaissais, donc eux, ils m'ont pas du tout formé, ils m'ont juste fait confiance. Ok, cool. Et, mais tu vois, typiquement, je me souviens, il y avait un client qui avait des apparts non meublés. Et tu vois, je lui explique, ah ouais, mais en meublé, fiscalement, tu auras ça, ça, ça. Enfin, tu vois, je fais un peu le discours de base. Et du coup, il me rappelle une semaine après en disant, ah ouais, mais en fait, dans le modèle fiscal que je suis, j'ai pas le droit de louer en meublé. Je suis, ah bon? Je regarde sur internet, je dis, ah bah oui, il a raison. Et tu vois, c'était un truc con, mais juste que je savais pas. Et tu vois, typiquement, une fois, j'ai un client qui avait lui une agence immobilière avant, et il me dit, ouais, mais vous faites les encaissements, les reversements, tu vois, on utilise un logiciel qui s'appelle Swan. Du coup, il dit, oui, mais qui fait les virements chez vous? Je dis, bah, en gros, un peu tout le monde, quoi. Et ça se fait automatiquement. Tu vois, il m'explique qu'il faut une carte qui s'appelle Article 9 pour faire les virements. Enfin, tu vois, que je savais même pas. Et Ah ouais. tu vois, finalement, petit à petit, tes clients, souvent, tes partenaires, te disent des trucs, tu fais gaffe, quoi. C'est à ce moment-là où tu te rends compte qu'il y a quand même des clients qui sont
bienveillant parce que t'en as certains peut-être qui seraient en mode mais c'est quoi cette chose Ah ouais, mais de après, partir. ouais, je pense que ça dépend aussi de ta réaction face au truc, Ouais. quoi. En fait, si t'es dans une position ouverte Ouais, et que... t'étais humble, t'étais. Ouais, bah parce que je connaissais rien aussi, hein, enfin... Mais ouais, et puis même, je leur demandais, tu vois. Enfin, t'as un client qui te dit qu'il était agent immobilier. Enfin, tu vois, tu lui poses plein de questions. Moi, je me suis mis agent immobilier, mais j'avais jamais été agent immobilier de ma vie, tu vois. Trop intéressant. T'as jamais eu du coup, ce syndrome de l'imposteur de te dire là, je suis en train de lancer une agence immobilière, elle est en train de bien marcher, alors qu'en vrai, l'immobilier à la base, j'y connais rien. Ouais, en fait, je m'en suis pas rendu compte que je lançais une agence immobilière. En vrai. Et d'ailleurs, c'est un truc très drôle, c'est qu'au début, j'interdisais aux commerciaux de dire qu'on était une agence immobilière. Pourquoi? Et parce qu'en fait, il y avait un espèce de biais où je me disais, ouais, les agents immobiliers, ils ont pas bonne presse, etc. Et du coup, je voulais dire, tu vois, on disait toujours, on est un projet locatif, tu vois. Limite, en se présentant, t'avais l'impression qu'on était une association de propriétaires. Mais tu vois, ce qui était un peu la manière dont je voyais les choses. Et c'est vrai que je me suis pas rendu compte qu'on faisait une agence immobilière. Je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard quand justement il y a eu tous ces éléments de conformité et qu'on a dû vraiment se structurer, tu vois, comme une agence. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a peu d'agences qui sont autant structurées que nous sur ces sujets de conformité, parce qu'on a beaucoup grossi et que du coup, nécessairement, faut faire très attention. Mais non, au début, je me suis pas rendu compte. Et je m'en suis rendu compte, on était déjà gros au final, donc je me suis dit, bon, bah, comme ça, quoi. Une fois que j'y suis, bon, on va Ouais, peut-être voilà. continuer. Euh, c'est quoi le moment où tu as vraiment eu cette idée de validation de ton idée? Tu disais que sur le premier projet, tu avais eu du mal à trouver le product market fit. Quand est-ce que tu t'es dit, ok, là on l'a? Ouais, en fait, déjà, c'est dans ta motivation à le vendre. C'est que le projet, on n'a pas trouvé le product market fit parce qu'en fait, c'était un projet où, tu vois, on donnait une technologie de collecte d'email et on avait une version freemium et une version premium. Et en fait, la version freemium, elle était tellement bien que j'arrivais pas à vendre la version premium. Parce qu'en fait, Hmm. tu avais déjà tout, tu vois. Et donc, du coup, finalement, je croyais pas beaucoup dans le produit parce que bah, déjà, gratuitement, c'était cool, tu vois. Et en fait, sur mon bel appart à l'époque, j'avais, tu vois, le feu, quoi. T'as une conviction Ouais, quand j'en immense. parlais, enfin, tu vois, un propriétaire qui signait pas un mandat avec nous, vraiment, je comprenais pas. Je me disais, il faut le faire interner, quoi. Enfin, pourquoi il passe pas par nous? Enfin, ça lui coûte 5%, il a pu à se faire chier avec ses locataires. Enfin, c'est trop cool, quoi. Enfin, pourquoi il passe pas par nous? Parce que du côté propriétaire, parce que du coup, pour le côté locataire, je me figure bien, mais tu avais une vraie différence à passer par une agence, Ouais, ouais, par on la est, vôtre que par une agence. ouais, si tu cumules gestion et mise en location, on était quasiment 2 fois moins cher qu'une agence normale et avec un service beaucoup mieux parce qu'en fait, Parce que ça réduit les coûts sur la partie avoir des gestionnaires sur. ouais, j'ai pas de locaux dans les villes, Ouais, mes gestionnaires sont centralisés et donc du coup, et puis aussi, je voulais faire beaucoup de croissance, donc j'ai aussi pris beaucoup de mandats à perte à ce moment-là, quoi. ok. Dans les premières phases, ça a été quoi les plus grosses victoires que tu as vécues, celles où tu étais à deux doigts de sortir le champagne en vrai? Euh, bah la première victoire qui était incroyable, c'était le premier mandat qu'on a signé avec quelqu'un qu'on connaissait pas. Ouais, Et en plus, c'était mon EVG, on était à Marrakech. ok. Et du coup, on avait un stagiaire à l'époque, donc qui était tout seul au bureau physiquement. Oh Et putain. il m'appelle et il me dit bah là, c'est bon, j'ai quelqu'un qui veut bien signer un mandat, quoi. Hmm. Sauf qu'en gros, on a toujours fait avec nos potes, tu vois, donc on leur envoyait un hello sign, un truc à l'arrache et tout. Il me dit bah du coup, on fait comment, quoi? On n'a même pas de process pour vraiment signer un mandat, quoi. Personne nous avait jamais dit oui. Donc ça, c'était assez ouf. Et donc j'avais physiquement sorti le champagne. Ok, ouais, Et tu vois. c'est là où tu te dis que oui, ça marche. Enfin, en fait, en gros, tu as vraiment des gens qui peuvent te confier leur appart. Donc ça, c'était la première grosse victoire. Et après, bah, tu vois, t'as une autre victoire, c'est qu'avant, tous les 100 lots sous gestion, tu vois, je faisais une grosse publication dans Slack, je mettais des trucs, où souvent on célébrait un peu, tu vois, et c'est quand tu commences à les passer, maintenant, quand on passe même une ligne de 1000, on célèbre même plus, tu vois. Et en gros, c'est un peu ça finalement, c'est quand t'arrêtes de célébrer les petites victoires que tu commences à dire, ouais, là, ça commence à devenir gros, quoi. Complètement. Et à l'inverse, est-ce que sur cette période-là, où peut-être potentiellement tu n'arrivais pas à trouver de propriétaires autres que dans ton réseau proche, c'était quoi les plus gros moments de doute que tu pouvais avoir? Alors, franchement, sur le début,
j'ai pas eu de moment de doute. T'es tellement occupé, tu lances le truc. Et tu vois, à l'époque, moi, je faisais investir des mecs. De toute façon, on gérait les travaux, on gérait les ameublements. Tu vois, la journée, je montais des meubles Ikea. Le soir, Ouais, t'as pas le temps. tu Ouais. vois, j'envoyais des messages sur le Bon Coin aux gens en disant ouais, vous voulez pas un gestionnaire locatif. Donc en fait, t'as pas vraiment le temps de te poser des questions. Et vraiment, sur cette partie-là, je te dis, j'avais le feu, quoi. Donc en gros, je pense que j'avais zéro doute, quoi. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez pivoté quand même sur deux, trois problématiques? Ouais, tu as des moments où on a fait évoluer, typiquement sur la partie tarifaire. Il y a un moment où on a dû augmenter les tarifs sur la gestion, on n'a pas bougé, mais sur la mise en location, on a augmenté les tarifs parce qu'on s'est rendu compte que sur le long terme, ça allait pas être viable. Donc ça, c'était un gros changement quand même. En plus, c'était un truc auquel on était hyper attaché, tu vois, le fait d'être deux fois moins cher, tu vois, on le répétait tout le temps. Et il y a un moment où tu dis, ouais, mais en fait, faut quand même être logique d'un point de vue tarifaire. Donc ça a été un gros changement, mais qui était nécessaire. Ça a pas trop fait crier les potentielles personnes au début? Ouais, en fait, on l'a fait sur les nouveaux propriétaires et sur les anciens propriétaires. Tu vois, on les fait switcher sur des nouvelles offres avec des nouveaux services, etc. Donc là-dessus, Transition ça, douce. ouais, ça va. Et puis bon, ils sont contents du service au final. Quand tu leur expliques, ils comprennent bien. Enfin, à un moment, tu vois, tout le monde a besoin d'avoir un business model qui marche, quoi. Surtout sur les débuts, tu devais avoir quand même une relation privilégiée, je pense, avec ces propriétaires-là. Les tout premiers, etc. T'arrivais encore à avoir une relation. Il y en a certains avec qui t'es devenu potentiellement ami ou... Ouais, alors il y en a avec qui j'étais déjà ami avant, donc on est Mhm. resté pour la plupart, pour tous. Tant mieux. Et sur les premiers, non, bon, j'en ai pas beaucoup avec qui je suis vraiment devenu ami, mais on est proches. Ouais, S'il y a un truc qui va pas, ils me le disent. S'ils voient une amélioration de produit, ils me le disent. Tu vois, les tu 200. restes à l'écoute. Ouais, et puis les 200 propriétaires, premiers propriétaires, ils me connaissent bien. Enfin, à l'époque, c'est nous qui faisions tout, donc nécessairement, ils ont une relation privilégiée. Et du coup, nous, on leur demande souvent aux propriétaires de nous remonter des points, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Donc, ils en profitent et tant mieux, quoi. C'est une bonne relation. Justement, au début, vous étiez un peu les Manitou avec tes cofondateurs. Quand tu veux monter un projet comme celui-ci, pardon, sur de l'immobilier, c'est quoi un peu les premières personnes que tu veux aller chercher pour structurer un peu le projet? Comment tu montes une équipe? Les Ouais. Avengers. Ouais, je pense que ça dépend vachement de tes besoins et de tes qualités initiales. En fait, c'est très compliqué parce que instinctivement, tu as envie de recruter des gens qui ont les compétences que tu n'as pas, ce qui est normal. Et en même temps, c'est beaucoup plus simple de déléguer les choses que tu sais bien faire. Parce que tu vas pouvoir former la personne, l'accompagner, et tu sais que ça va bien se faire. Moi, là, j'ai eu de la chance parce que mes deux premiers salariés, c'est des gens que je connaissais d'avant. J'avais déjà bossé avec eux avant. Donc, bon, nous, les trois cofondateurs, on se connaissait bien. Mes deux premiers salariés, c'est des gens que je connaissais très bien, en qui j'avais une grande confiance, ceux qui sont encore là. Et eux, bah, du coup, je les ai pris plus pour eux que pour leurs compétences. Parce que je savais que ensemble, on aurait un groupe de 5 personnes très solide. Et après, sur les autres recrutements, ça c'est fait la meilleure qualité. C'est des gens qui sont motivés et qui veulent être dans le projet, en fait. Et en gros, au début, pour moi, tu as besoin de ça. Tu vois, tu as besoin des gens qui sont un peu le truc de Xavier Niel là, sur le street smart, Mm. ou à minima, tu peux dire des gens, bon, si tu as un problème, tu les appelles, tu sais qu'ils vont trouver une solution. Parce que t'as pas tant de process, de trucs, etc. Tu as juste besoin de gens. Ils reçoivent un mail chelou, ils savent que c'est un mail chelou. Ils reçoivent un mail où il y a besoin d'une solution, ils te donnent une solution. Ils reçoivent un mail où ils savent qu'ils peuvent pas répondre, ils vont te transférer le mail, tu vois. C'est juste, en fait, tu as besoin de ça, tu vois. Et tu as besoin d'avoir une grande confiance dans ce qu'ils font. Toi qui est anciennement auditeur et qui est passé par une école de commerce, je pense que, bon, peut-être en l'occurrence, tu as été assez vite entrepreneur, mais comment est-ce que tu vas la déchirer, cette compétence de street smart, pendant les premiers entretiens, etc. Ouais, bah en fait, c'est marrant parce que je pense que je l'ai fait vachement instinctivement. En fait, je me suis pas rendu compte que je cherchais des gens comme ça. Mais la réalité, c'est que sur les 10 premiers salariés, c'était que des gens comme ça. Vraiment, tu vois, à un moment, on était 10 dans l'équipe et je voyais, bon d'ailleurs, hein, l'ambiance était assez folle, mais en gros, je voyais que c'était que des gens comme ça. Et parce que, en fait, je pense que
tu fais des entretiens et tu ressens ça. Moi, je savais pas que c'était ça que je recherchais, mais qu'à la fin, quand tu as 2 profils, qui ont à peu près, fait les mêmes trucs, nous, il y a pas besoin de grandes compétences. Nous, on fait, de la relation client ou du commercial, enfin, tu vois, à la fin, c'est de l'humain, tu vois? Et donc sur la partie tech, quand on a recruté des techs, on les a pris évidemment, pour leurs compétences tech, tu vois? Mais quand tu recrutes des gens qui vont, ou aller chercher des nouveaux clients ou parler avec tes clients au quotidien, tu cherches ça, tu cherches un peu des compétences humaines et je sais pas comment tu les repères en entretien en vrai. Parce que c'est C'est du pas. feeling, c'est un truc. Ouais. Et je savais même pas que j'en cherchais ça. Moi, je faisais les entretiens, tu sais, j'avais lu la Woo méthode. Donc, je faisais des entretiens en posant les questions, etc., en essayant de faire un truc carré. Mais en fait, à la fin, tu poses tellement de questions que t'écoutes même pas les réponses. Et finalement, tu juges à 3 trucs, quoi. Et ça s'est fait comme ça. Et au final, on continue de recruter comme ça. Et ça continue de bien marcher, quoi. Vous en êtes où au Coro aujourd'hui? J'ai parlé de milliers de lots en gestion, mais même en termes d'effectifs, en termes de chiffre d'affaires potentiellement si tu veux communiquer dessus, mais en termes aussi de couverture géographique. Ouais, en termes de couverture géographique, aujourd'hui, au Coro, nous, directement, on va être présent dans les 40 plus grosses agglomérations françaises. Ensuite, on rayonne sur toute la France hexagonale via un partenariat avec Safety, qui s'appelle Safety Gestion by Okoro, où là, il y a des mandataires Safety qui vont nous aider à faire de la mise en location et de la gestion sur toute la France. Ça vient d'où du coup ça? Safety, c'est un réseau de mandataires. Ouais. Et tu vois, ils ont 6000 conseillers partout en France. Mais le bail au Coro, du coup, c'est croissance externe ou c'est juste un partenariat? Non, c'est un partenariat, Ok. en fait, qu'on a fait, un partenariat national. Et Ok. du coup, nous, on est leur gestionnaire locatif. Et tu vois, les agents Safety, ils vont faire la mise en location, trouver les propriétaires, s'occuper d'eux. Et nous, on va faire toute la gestion locative derrière. On est leur back-office, quoi. Ok. Et donc, avec eux, grâce à eux, on peut rayonner sur toute la France. Donc, ça, c'est super parce que quand on a des clients qui nous contactent pour Okoro, à 4-9, dans les grosses agglomérations, on est présent. Mais si c'est un endroit où nous, on n'est pas présent, du coup, on va pouvoir utiliser notre partenariat Safety pour les accompagner. Donc, ça, c'est une vraie force. Et ensuite, en termes de chiffres, aujourd'hui on est 60 au siège à Lyon. Et donc vraiment c'est principalement de la relation client, des commerciaux. Enfin vraiment, nous on est des métiers sur l'humain. Tu vois, on est full digital. Mais tu vois, nous, notre métier, c'est tous les jours de parler à des propriétaires, des locataires ou des prestataires pour trouver des solutions et régler tous les problèmes. Vous avez fait des levées sur les premières années de développement? Ouais. Ouais, on a fait des levées en plusieurs fois et donc en tout, on a levé 8 millions d'euros. Et c'est ça qui nous a permis de développer principalement la tech Ouais. et la croissance. Et tu vois, sur la 2025, en termes de chiffre d'affaires, on va finir entre 6 et 6,5 millions d'euros. J'aimerais bien 6,5, plus que 6. On est à l'équilibre en termes d'EBITDA maintenant. Ok. Donc on a fini Cool. notre phase d'investissement. Maintenant, on est plutôt dans une phase de croissance rentable. Et du coup, tu vois, j'aimerais bien faire continuer de croître et assez rapidement atteindre les 10 millions d'euros. Tu vois, je pense c'est d'ici 2 ans, si on est à 10 millions d'euros, c'est bien. Et c'est une bonne taille de boîte parce que c'est là où tu peux commencer à aller racheter d'autres boîtes. Tu vois, nous, Ouais. on a un gros avantage, c'est que comme on est propriétaire de 100% de notre tech, tu vois, je te disais tout à l'heure, on a notre appli d'état des lieux, mais globalement, on a développé un ERP complet de gestion locative, de mise en location, d'état des lieux. Et donc, Ok, du coup, cool. comme on maîtrise toute la chaîne de valeur, si demain on commence à racheter d'autres boîtes, on va pouvoir les intégrer dans ce process-là et gagner beaucoup de temps. Ouais, c'est bien. Donc du coup, nos objectifs, c'est surtout ça maintenant, c'est de pouvoir arriver à une taille qui nous permet de consolider le marché. On est déjà leader français de la gestion locative digitale, mais on veut vraiment consolider ce marché pour pouvoir proposer un service complet et tu vois, potentiellement multiplier aussi les partenariats. Ce que je te disais avec Safety, c'est super bien, mais demain, on veut aussi pouvoir gérer des portefeuilles pour d'autres grosses agences immobilières qui n'ont pas forcément leur logiciel, qui veulent Ok, ouais. tu vois, décentraliser une partie de la gestion. Potentiellement, nous, on est totalement capable de les accompagner, quoi. C'est ce que je m'étais noté. Du coup, tu m'as dit que vous étiez sur une période d'équilibre, mais je m'étais noté que vous visiez la rentabilité cette année. Donc très cool. C'est quoi les leviers que vous êtes en train d'actionner justement pour aller chercher cette croissance en ce moment? Ouais, c'est vraiment la super question parce que en fait, tu vois, on a eu nous vraiment cette dynamique de levée de fonds, grosse période d'innovation, grosse période de croissance, tu vois, donc tu investis beaucoup dans la croissance et donc après quand tu vises la rentabilité, tu vois, tu as
vraiment ta courbe de dépenses que tu essayes de stabiliser et toujours faire de la croissance pour quand même que ton chiffre d'affaires dépasse tes dépenses, quoi. Donc c'est finalement assez basique, mais la question c'est de dire comment tu fais pour dépenser beaucoup moins et continuer d'être en croissance. Et c'est l'équation qu'on a essayé de résoudre cette année. Donc on lance des nouveaux produits. Tu vois, on a lancé un truc qui s'appelle Okoro Solo. C'est que tu peux venir aujourd'hui en tant que propriétaire sur le site okoro.com et au lieu de faire gérer totalement ton appartement avec la gestion de la mise en location, tu peux juste déposer une annonce et recevoir des dossiers de candidats qui sont déjà validés par l'équipe Okoro. Aujourd'hui, valider un dossier de candidat, ça nous coûte 0 €. Parce qu'en fait, tout est validé par de l'IA sur le dossier candidat. Et on va avoir juste une relecture humaine et un coup de tampon. Et donc, du coup, on valide beaucoup plus de dossiers que ce dont on a besoin pour remplir nos apparts. Et tu arrives à faire entrer donc des propriétaires qui seraient pas venus parce qu'une solution trop chère ou trop premium de Exactement. base. Et eux, ils ont juste besoin de dossiers locataires, ils en ont marre d'aller sur le bon coin, d'être contactés par des arnaqueurs, etc. Du coup, ils viennent sur Okoro, on leur envoie des dossiers tout validés, et du coup, ils peuvent louer leur appartement comme ça. Ça marche comment l'IA, donc tu disais, pour valider les dossiers? Ouais, en fait, c'est quand tu as quelqu'un qui dépose un document, en fait, l'IA va juste relire le doc, t'extraire les données en disant bah, cette personne elle gagne tant, va te dire bah, c'est une vraie fiche de paye déjà. Ça. Ensuite, bah, tu as plein de numéros que tu vas utiliser. En fait, tu vois, sur une pièce d'identité, par exemple, tu peux déterminer si c'est une vraie pièce d'identité ou pas avec les numéros. Tu vas extraire la pièce d'identité, tu vas extraire le nom, le prénom pour vérifier que ça correspond bien à la candidature, etc. Enfin, C'est aussi un vraiment. truc que vous avez développé en interne? Ouais, donc, alors on se base sur une technologie d'IA qui est Google, hein, tout simplement. Ok. Et nous, ce qu'on a développé, c'est le fait d'extraire tout ça dans notre logiciel de gestion locative. Sur le quotidien de Coro, c'est quoi toi ton rôle en ce moment de CEO? Tu fais quoi en fait de tes journées? J'aime bien la question de en ce moment, parce que c'est exactement ça. Selon les périodes de la boîte, tu fais pas du tout la même chose. Tu vois, quand tu es en période de levée de fonds, clairement, tu vas passer beaucoup de temps à discuter avec des investisseurs. C'est toujours d'ailleurs ce qui est compliqué, parce que quand tu lèves des fonds, il faut quand même garder un œil sur l'opération, parce qu'il faut que la boîte continue de grossir et aille dans la bonne direction. Comme en ce moment, on lève pas de fonds, j'ai le temps de passer beaucoup plus de temps sur la partie opérationnelle. Et souvent, je mets une grosse thématique sur un trimestre. Tu vois, le trimestre là en cours, c'était beaucoup sur l'innovation. Donc, on a passé beaucoup de temps sur l'IA. Tu vois, aujourd'hui, on a un agent IA chez Okoro qui répond à 60-70% des demandes. Donc ça veut dire que quand un locataire va nous contacter potentiellement pour une problématique qui est simple à répondre ou une problématique où il a la réponse dans son espace locataire, bah, typiquement c'est un robot qui va lui répondre. Tu vois, s'il dit je veux mon avis d'échéance, le robot va lui dire pas de souci, voici ton avis d'échéance et par Ok. ailleurs tu peux le retrouver directement dans ton espace locataire. C'est un truc que vous avez développé en interne ou vous passez par Pareil, ouais, on se base sur Mistral Ok. et OpenAI. Donc, tu vois, on a payé chez eux. Et après, nous, on va donner du contexte à l'IA. Donc, avec, Ok. tu vois, nous, on utilise Outline, qui est une sorte de Notion, en fait. Là-dedans, on a rempli toute la knowledge base sur 100% des process de Coro. Et on a aussi rempli une knowledge base sur la manière dont devrait répondre une IA et la manière dont elle ne devrait pas répondre, ou si elle n'est pas sûre, elle ne répond pas. Et donc, on a fait ça, tu vois, ce qui a pris énormément de temps opérationnel, mais qui nous permet aujourd'hui de pouvoir se délaisser de toutes les réponses simples pour avoir du temps et répondre aux choses compliquées où il y a absolument besoin d'un humain. L'IA, c'est hyper intéressant et ça m'amène vers les prochains sujets qui sont sur l'écosystème, etc. Comment est-ce que tu vois les évolutions de la gestion locative digitale? Tu disais que tu étais leader sur ce segment-là de la gestion locative. C'est quoi les évolutions que tu vois sur les prochaines années? C'est exactement comme les banques en ligne. Ce que je vois, c'est un gros rapprochement des business models. C'est-à-dire que les banques, tu vois, la banque du coin, avant, tu avais ta banque, puis quand tu étais jeune, tu allais chez Boursorama, et puis le jour où tu avais besoin de faire un prêt immobilier, tu te barrais de Boursorama pour retourner à la SOG ou au CIC, etc. Et du coup, petit à petit, Boursorama, ils ont commencé à te proposer d'autres produits pour t'accompagner le plus longtemps possible. Donc, ils te proposent des placements, ils te proposent maintenant des prêts immobiliers, et puis demain, ils te proposeront finalement tous les services que tu avais dans une agence physique. Tu les as chez Bourso, et donc ça va être la banque de ta vie, tu vois. Finalement, tu n'auras pas besoin d'une autre banque. Et en fait, nous, c'est la même chose. Aujourd'hui, on a attaqué par la gestion de la mise en location, et le but demain, ou par des rapprochements, ou par des rachats, c'est de pouvoir proposer une expérience immobilière totale. C'est-à-dire qu'en fait, un propriétaire ou un locataire, il va pouvoir se faire accompagner tout du long de sa vie
par Okoro et sur tout type de projet. Par du digital, du coup. Par du digital. Aux États-Unis, tu as une boîte qui s'appelle Zillow. Tu vois, physiquement, ça pourrait ressembler à Se Loger. Sauf qu'en fait, quand tu vas dessus, tu peux chercher un bien à la location, tu peux acheter un bien, ok, comme Se Loger, mais c'est que tu vas avoir un accompagnement pour faire ton prêt immobilier, tu vas pouvoir être mis en relation avec un agent immobilier, tu vas pouvoir faire ta gestion Ouais. locative, tu peux faire tes quittances, tu peux, en fait, Sans 100% de sortir ta du vie, site, tu fais tout, quoi. 100% sans sortir du site. En fait, tu y vas pour la première fois à 18 ans pour louer un appart, et tu peux Ouais. finir à 70 ans à gérer 4 apparts, à avoir acheté ta maison sur le site, tu vois. Vis-à-vis des acteurs plus tradis, tu vois, moi je sais que j'ai travaillé chez Foncière un petit peu, donc je vois un petit peu comment ça se présente. Comment est-ce que tu te placerais, toi, sur cet échiquier-là? Sur quels endroits tu as fait un pas de côté, sur quels endroits tu te rapproches, que ce soit sur du coup des acteurs traditionnels de l'immobilier, mais aussi sur des acteurs un peu tech qui essayent d'innover sur la PropTech. Ouais. Sur les acteurs immobiliers traditionnels, nous, là où on a fait un pas de côté, mais ils y viennent tous, c'est qu'on a finalement centralisé la gestion locative à un seul endroit. Mais finalement, tout le monde y vient, hein. Foncia, typiquement, ils vont ouvrir des centres, ils vont faire toute la Ouais. gestion immobilière à cet endroit-là. Et ça me semble une évolution qui est logique, comme les banques ont des back-office où tout est géré et gèrent de moins en moins de choses en agence. Donc là-dessus, c'est une évolution, enfin c'est nous, un pas de côté qu'on a pris au début, mais qui est finalement une évolution naturelle à laquelle tout le monde vient. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on s'est spécialisé en faisant que de la gestion et de la mise en location, alors qu'une agence immobilière va centraliser gestion, mise en location et souvent syndic et transac. Et quand c'est des grosses agences, potentiellement un peu de promotion immobilière, ou au moins de la vente de neuf. Et donc du coup, nous, c'est ça qu'on a fait différemment. Et comment je vois l'évolution. Alors, ce qui nous a différencié sur la PropTech, c'est que nous, on a eu accès à des levées de fonds intéressantes, ce qui nous a permis de développer en propre beaucoup de notre tech. Ça, c'est un énorme avantage parce que tu vois, sur le futur, ça nous donne un avantage concurrentiel énorme. Quand tu maîtrises 100% de ta tech, c'est-à-dire que demain, tu peux la faire évoluer et ça, c'est quand même. Tu es dépendant de personnes. Donc ça, c'est le gros avantage qu'on a eu par rapport à d'autres membres de la PropTech qui n'ont pas eu accès à ces financements, qui du coup ont dû se baser sur des logiciels tiers et qui aujourd'hui, à un moment, tu as un plafond de verre sur ça, quoi. Et comment je vois l'évolution du marché global, je pense que typiquement sur la gestion et la mise en location, aujourd'hui, tu as plus de la moitié des propriétaires en France qui gèrent seuls leur appartement. Et ça, avec l'évolution de la conformité, que ce soit sur les DPE, que ce soit Ouais. sur les permis de louer, que ce soit sur les encadrements de loyer, etc. Et même dans les tensions qui peuvent exister entre les propriétaires et les locataires, je pense que de plus en plus dans le futur, pour un propriétaire en direct, ça va être trop compliqué de gérer un bien, ou en tout cas trop risqué, et qu'ils vont passer par des professionnels. Par contre, ça ne veut pas dire passer par un professionnel pour un service à 100%. Aujourd'hui, ce qu'on offre chez Okoro, nous, c'est une gestion complètement décentralisée. Tu vois, typiquement, je te parlais d'Okoro Solo. Peut-être que l'avenir, c'est ça, c'est des propriétaires qui sont prêts à payer pour déléguer, et donc ils vont payer un juste prix pour complètement déléguer, et d'autres qui vont être prêts à payer un peu pour déléguer une partie. Potentiellement, ils vont déléguer la mise en location et la rédaction du bail parce que c'est dangereux, mais ils veulent au quotidien avoir la relation avec leur locataire. C'est vraiment pouvoir finalement piocher une brique ou deux comme pour Boursorama, peut-être que tu en as juste besoin parce que tu veux une CB et un compte pas cher. Et donc, tu vas juste prendre une petite partie du service qui va être gratuit. Ou potentiellement, tu as besoin du full package. Tu vas faire ton prêt, ton placement, etc. là-bas. Et donc, du coup, tu vas tout consommer. Tu parles de relations, c'est parfait, ça me fait une transition. Euh, le métier de l'immobilier, comme il est connu, c'est surtout un métier qui met en avant l'humain, pour beaucoup. Comment est-ce que, d'une part, tu arrives à garder ce côté humain relationnel tout en sachant que vous êtes digital? Et de l'autre côté, comment est-ce que, en grossissant, cet aspect humain relationnel ne se dilue pas? Ouais, c'est une très bonne question, particulièrement la transition. Parce qu'au début, c'est hyper facile. Tu vois, en plus, tu incarnes le projet, les 10 premières personnes de la boîte, tout le monde est hyper engagé, tout le monde connaît bien. Et en fait, dès que tu as quelqu'un au téléphone, tu es super convaincant parce que tu incarnes le projet. Ils disent oui, mais vous êtes digital. Je dis oui, mais je viens de passer 1 heure avec vous. Enfin, tu vois, je connais le nom de vos gosses. Faites-moi Hmm. confiance. C'est ma boîte où je suis le premier salarié. Je suis à fond. Et donc, en fait, au début, c'est hyper facile parce que tu passes beaucoup de temps sur les gens et ils se rendent compte que t'es à fond dedans. Et donc, du coup, tu as ça.
Et après, quand on a grossi, on a fait un truc qui était, on a spécialisé les gens pour qu'ils soient hyper spécialisés dans une tâche et très experts. Tu vois, on avait un expert des dégâts des eaux. Donc, si tu avais un dégât des eaux, tu allais parler à l'expert des dégâts des eaux. On avait un expert pour les impayés. Si tu avais un problème d'impayés, tu allais parler à la personne qui fait l'impayé. Ce qui fait que les gens avaient beaucoup d'interlocuteurs et effectivement, ils avaient plus ce côté humain. Du coup, on a refait un virage où on a toujours des experts, mais ils sont plus cachés, tu les vois moins. Et la personne à qui tu parles, c'est ton conseiller qui, lui, va vraiment te connaître et connaître ton appartement. Et tu sais que ton appartement, aujourd'hui, il va être géré par Marwan, ou tu sais que ton appartement, il va être géré par Anne-Charlotte. Et donc, ça crée un côté humain. Dédicace à eux, au passage, si c'est des vrais Ouais, prénoms. c'est des vrais prénoms. Je vais tous les dire maintenant. Là, pour parler un peu du futur, est-ce que vous envisagez des acquisitions, des partenariats stratégiques? Tu m'as dit que vous en avez déjà fait. Est-ce qu'il y a des trucs un peu dans les tuyaux que vous aimeriez aller chercher? Partenariat stratégique, c'est vraiment, tout à l'heure tu posais la question sur la croissance, c'est notre gros relais de croissance, tu vois, en B2C. Aujourd'hui, on a une lame de fond de croissance où on sait qu'on va signer 200, 300 lots par mois qui arrivent de manière naturelle en SEO ou référencés par ChatGPT. Donc ça, c'est vraiment des super sources d'acquisition, ça marche bien en B2C, on a une bonne réputation, on continue d'avoir des clients et nos clients nous reconfient des biens. Donc là-dessus, c'est vraiment notre croissance, notre lame de fond. Et notre gros relais de croissance, c'est des partenariats. Aujourd'hui, on passe des partenariats avec des cabinets de gestion de patrimoine, avec des family office, avec des petites foncières qui vont nous confier leur parc immobilier, avec des agences immobilières qui font que de la transac, qui veulent construire un pôle de gestion locative, mais sans vraiment le faire. Donc, sur toute cette partie B2B, avec des professionnels de l'immobilier ou des gens qui vendent de l'immobilier, c'est là où on progresse beaucoup parce qu'il y a une répartition de la valeur qui est hyper bonne. On les accompagne pour créer un parc immobilier, ce qui leur permet d'avoir un petit revenu récurrent. Et nous, ça nous permet de faire grossir notre parc beaucoup plus vite. Donc ça, c'est vraiment un gros relais de croissance. Et j'espère annoncer des nouveaux gros partenariats prochainement. Et c'est vraiment ce à quoi on travaille pas mal en ce moment. Il y avait une deuxième partie de ta question que j'ai oubliée, non? Non, c'était sur les acquisitions, mais du coup, j'ai bien Ouais, compris que c'était alors plutôt pour les l'instant, partenariats. justement, voilà, les acquisitions, c'est un vrai truc. C'est que là, je te dis, on arrive à un point d'équilibre. Mais si tu veux faire des acquisitions et les faire financer, par exemple, avec des leviers bancaires, tu as intérêt à avoir quand même déjà une taille, je te dis, autour de 10 millions de CA. Ouais. Tu commences à pouvoir plus faire des acquisitions et tu as intérêt à avoir un bon niveau de rentabilité si tu veux emprunter pour faire l'acquisition. Donc, on est clairement dans le futur très ambitieux sur les acquisitions. À court terme, il faut être réaliste par rapport à nos moyens. Il faut d'abord qu'on soit capable de dégager un bon cash flow sur notre parc actuel. Restez branchés pour toutes ces partenariats et futures acquisitions dans quelques années, on espère. On arrive sur la fin de l'émission. Et pour la fin des émissions, si tu as déjà regardé, tu sais déjà. Auquel cas, ce n'est pas grave. On va faire ce qu'on appelle le jeu du newbie. C'est un jeu, en plus, t'es papa, donc c'est super. Où je vais te poser des questions qui pourraient être posées par des enfants. Donc des questions très simples, un peu naïves, et auxquelles tu devras répondre le plus simplement possible sans partir dans des termes trop techniques. Pourquoi ça s'appelle Okoro? Parce que Okoro, c'est dans la fosse du Japon, un poulpe qui a plein de tentacules et qui va nettoyer l'habitat tout autour et rendre la vie meilleure pour tous les poissons. Et donc, du coup, il a un impact positif sur l'habitat et sur les gens qui y habitent. Dingue. Qui a dit que OVNI n'était pas une émission de culture G aussi? Alors, c'est pas vrai. Mais. C'est vrai? Non, tu mens. Je te jure. Tu viens d'inventer? Ouais, non, je l'invente régulièrement pour Non, le dire. Et après, putain. à chaque fois, je précise que c'est Mec, pas je vrai. me suis fait avoir tellement facilement. J'étais fan Non. de l'histoire. En fait, ça veut rien dire. C'est juste que le .com était disponible en 5 lettres et ça coûtait rien. Et donc, Tu du coup, on mens. a choisi ça. Ouais, je te jure. Alors ça, si c'est pas dans un extrait... ça- Putain, je me suis jamais fait pranker comme ça. Mec, ce sont cons. En plus, je me sentais trop frais et tout avec ma femme derrière. Si tout est digital, est-ce que tu rencontres quand même les gens en vrai? Ça arrive. Ça arrive parce que parfois les gens déjà sont à Lyon, donc ils viennent nous voir dans les bureaux. Nous aussi, en fait, sur des gros clients, ça nous arrive de nous déplacer pour les rencontrer, tu vois, que ce soit à Paris ou à Lille. Et en fait, si on en a l'occasion, l'opportunité, on le fait. Après, c'est juste que, comme tout le monde, tu vois, on fait attention à notre temps, à notre argent et à notre impact des déplacements aussi. On veut pas se déplacer juste pour dire qu'on s'est déplacé et parce que tout ça, tous les déplacements ont
un impact, parce que nous, on fait notre bilan carbone tous les ans, tu vois, on consomme 10% de ce que consomme une agence immobilière normale, parce qu'on ne se déplace pas. Donc du coup, oui, s'il y C'est a fort. opportunité, on le fait, mais on fait attention. Pourquoi les propriétaires ne peuvent juste pas gérer leurs appartements eux-mêmes? Ils peuvent. Ils peuvent. Et c'est une très bonne question. Parce que dans un monde normal, potentiellement, on n'a pas besoin d'exister. Mais ce qui se passe, c'est qu'un investissement immobilier, si vous achetez l'appartement de votre voisin et que vous décidez de vivre, choisir les gens avec qui vous vivez à côté de chez vous, et que vous êtes bien calé en droit et que vous êtes capable de suivre 100% des jurisprudences qui sortent et des nouveaux articles de chaque nouveau gouvernement qui change tous les 6 mois, à ce moment-là, vous pouvez totalement gérer tout seul. Par contre, si vous avez acheté un appartement à La Rochelle et que vous êtes basé à Paris, bah, en fait, vous avez besoin de quelqu'un sur place pour gérer votre appartement. Donc il y a des raisons géographiques, il y a des raisons humaines, parce qu'on n'a parfois pas envie de prendre les problèmes humains qu'est la relation entre un propriétaire et un locataire. Et il y a des raisons aussi juridiques, légales, où parfois on n'a pas envie de prendre le risque d'envoyer un bail qui n'est pas à jour, de ne pas respecter l'encadrement de loyer, d'avoir un DPE qui n'est pas à jour, etc. Pourquoi c'est si compliqué de louer un appartement? Ça devrait être simple, non? Euh, Bah, en vrai, faut passer par Okoro, c'est beaucoup plus simple, d'une part. Si vous ne trouvez pas sur le pied sur Okoro, c'est plus compliqué, effectivement. C'est compliqué parce que toutes les relations humaines où il y a de l'argent en jeu sont compliquées. Et donc, comme il y a une relation monétaire entre un propriétaire et un locataire, c'est compliqué parce que le propriétaire, il a besoin d'avoir de l'argent potentiellement pour rembourser son prêt, etc. Et donc, il veut absolument s'assurer d'avoir un locataire qui a de l'argent. Il veut s'assurer que quand il va récupérer son bien, il ne sera pas dévasté parce que c'est potentiellement l'investissement d'une vie. Et côté locataire, bah, c'est compliqué parce qu'on a tous envie d'habiter au même endroit en fait. Et qu'il n'y a pas de place. On est d'accord. Et la dernière question de ce jeu, tu dis que vous êtes une agence différente des agences classiques. Mais alors c'est quoi une agence classique? Ouais, c'est ce qu'on va appeler, nous, une agence vitrée. Donc en gros, c'est l'agence du coin de la rue qui a pignon sur rue où vous allez voir des gens à l'intérieur et qui font toutes les activités immobilières comme on peut l'imaginer. Et c'est ça qu'on appelait une agence classique. Mais encore une fois, je pense que la frontière entre les deux, ça va avoir tendance à se mélanger dans le futur parce que bah, y a maintenant des gens qui vendent des appartements en habitant chez eux et qui sont pas dans une agence vitrée. Il y a des gens qui font de la gestion locative décentralisée. Il y a des gens qui font tout type d'activité. Donc je pense que ça va avoir tendance à bouger comme tout, en fait. C'est que comme les gens se déplacent moins sur leur lieu de travail, même pour quelqu'un, en termes de confort de travail, vous bossez chez Okoro, vous pouvez faire du télétravail, vous pouvez avoir des horaires qui s'adaptent, etc. Quand vous bossez dans l'agence du coin de la rue, vous devez faire l'accueil de 9h à 18h, et donc du coup, il y a beaucoup moins de souplesse. Ça correspond moins à la manière de travailler, ça correspond aussi moins à la manière de consommer l'immobilier. Quelqu'un qui habite pas là, il s'en fiche que vous ayez une agence. La dernière question que je pose à tous les invités, c'est sur la valeur fondamentale de mon média, qui est la culture de la différence. Mon média, c'est un média qui se veut why first, qui veut remettre l'entrepreneur au cœur de sa boîte. Donc la question que je pose, c'est qu'est-ce qui fait que toi, Adrien et tes cofondateurs, vous avez pu ajouter ce supplément d'âme à Mon Bel Appart et donc Okoro, et qui fait que si quelqu'un voulait faire grandir Okoro aujourd'hui, il n'y arriverait pas parce qu'il n'est pas vous. C'est quoi votre why, justement? Moi, je pense que fondamentalement, on a envie d'améliorer les choses pour le logement en France. C'est vraiment un truc fondamental. C'est-à-dire qu'en gros, si pendant longtemps, on devait faire un choix économique ou un choix en faveur du service pour les propriétaires ou les locataires, on choisissait toujours le service. À un moment donné, tu as une réalité économique qui te rattrape, où il faut quand même faire attention, ce que je te disais, on a dû changer les tarifs, etc. Mais fondamentalement, c'est la mission de Coro, c'est de réconcilier propriétaires et locataires. Et vraiment, ça revient à ce que je te disais au départ, c'est que nous, on est collectif. On veut que tout ce beau monde vive mieux ensemble.
en comprenant les enjeux de chacun. Et pourquoi je te dis que c'est différent? Parce que je te parlais de transactions monétaires et que l'immobilier, c'est quand même un métier où il y a quand même, la plupart des gens sont quand même là d'abord pour l'oseille, quoi. Et fondamentalement, tu nous remplaces par quelqu'un demain. Bah, la demande de nos actionnaires, ça va être qu'il y ait le plus de profit possible, ce qui est normal en fait. On reste dans un monde capitalistique. Et donc du coup, forcément, les choix court terme vont être faits vers le profit. Ce qui, nous, on veut faire beaucoup de profit. Il n'y a pas de souci. Je t'ai dit tout à l'heure, j'espère bien gagner beaucoup d'argent. Et on vous le souhaite. Mais par contre, je suis persuadé que pour faire beaucoup de profit sur le long terme, il faut rester focus là-dessus. Parce que il y a, j'ai parlé de sérendipité, où tu peux juste un effet boule de neige. C'est juste que quand tu as 10 000 clients qui sont contents, ils t'amènent d'autres clients. Et alors, peut-être que sur chaque client, tu gagnes moins, mais sur le volume et sur le fait que tu aies vraiment quelque chose qui grossisse, à la fin, tu vas faire plus de profit. Mais ça prend du temps à construire, donc je ne suis pas à la recherche de... La différence, c'est que nous, on est d'abord là pour offrir un bon service. Et on sait que dans un second temps, le profit viendra. Et que si on était remplacé demain, ce serait potentiellement quelqu'un qui chercherait un profit court terme, qui, à mon avis, serait hyper nocif pour le long terme. Bah, magnifique, c'est une très belle réponse. Je te remercie d'être venu. J'ai pas mal de gens qui me suivent sur Revenu Média qui font de l'immobilier, étrangement, beaucoup. Même si on est plus spécialisé en entrepreneuriat. Mais du coup, ça va être un plaisir pour toutes ces personnes-là. C'était très intéressant. Et donc, écoute, je te souhaite tout le meilleur avec Kokoro. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation.